Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur Wavestoria pour ce nouvel épisode de Sud au féminin. Nous sommes ce matin en compagnie de Anna Adela, une écrivaine passionnante et je suis sûre que vous allez être très inspirés par son parcours. Bonjour Anna. Bonjour Olga. Comment tu vas ? Ça va super, merci et toi ? Ça va très bien, on est super content de t'avoir. Bah Tu moi nous viens aussi, du Var là ? Très contente. Ouais, je viens du Var et je suis très contente de passer un moment avec toi pour échanger. Moi aussi, comment ça se passe dans le Var depuis que tu as emménagé Écoute, franchement nickel. J'adore Bandol, Sanary. Sanary, c'est un endroit aussi qui est beaucoup. Il y a un passif avec les écrivains là-bas, donc il y a un petit feeling qui est agréable. Et puis j'ai la chance de faire beaucoup de salons du livre. Et des salons de bien-être. C'est vrai que du coup, ça a donné une belle perspective à ma vie d'auteur. Et puis, j'apprécie beaucoup l'équilibre. Bon, Nice, moi j'habitais à Nice aussi avant. Nice, c'est un endroit qui est formidable. Mais c'est vrai que dans le Var, ce que j'aime beaucoup, c'est l'équilibre ville-nature, où la nature elle est encore plus abondante. Et c'est vrai que moi, ça me fait du bien d'être là-bas. Génial. Je te propose de te présenter un peu aux auditeurs. Ouais, carrément. Donc moi, je suis écrivain. Alors, je suis désolée, moi, je dis pas le mot écrivaine tout simplement parce que je trouve qu'il est pas beau. Et en fait, quand je le dis, les gens me disent « Ouais, c'est vrai qu'en fait, écrivaine, c'est pas si beau que ça. » Donc, c'est vrai que moi, je dis que je suis écrivain. Et donc, je suis l'écrivain passionné par le bonheur, tout simplement parce que c'est un thème qui m'intéresse particulièrement. Et c'est de cette thématique que tout mon travail artistique, philosophique, on va dire tout mon travail de l'esprit a commencé. En fait, j'ai commencé à regarder les gens autour de moi et je me demandais pourquoi il y avait des gens qui étaient heureux et d'autres pas. Qu'est-ce qui faisait que des gens pouvaient être épanouis dans leur vie ? Et en fait, ce qui était surprenant, c'est que c'était pas forcément ce que les gens gagnaient ou ce que les gens avaient qui les rendait heureux, mais c'était vraiment la façon dont ils considéraient leur vie, la chance qu'ils avaient de vivre leur vie. Et donc, je me suis passionnée par ce sujet et c'est de cette première thématique que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « La vie est tellement belle ». Où ce livre, qui s'est écrit en 5 jours en Australie, part du principe que tous les livres sont des voyages et j'encourage le lecteur à faire ce voyage à l'intérieur de lui-même tout au long du livre, où je l'encourage à observer ses pensées, à observer comment il crée sa réalité pour justement voir la beauté cachée de la vie. Parce que pour moi, la vie, c'est quelque chose déjà d'assez particulier. On va dire que j'ai cette capacité à avoir ce regard comme le regard de la première fois, à regarder la réalité avec ce regard-là, et à me dire, la vie, c'est quelque chose quand même d'incroyable, c'est quelque chose de formidable. Et souvent, quand j'observe les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu blasés de la réalité. Et je comprends parce que y a plein de choses qui sont compliquées dans la réalité à gérer, mais à côté de ça, il y a quand même ce merveilleux, et j'encourage mes lecteurs à renouer avec le merveilleux qui existe en eux. Donc en fait, je suis d'une part écrivain, donc j'ai écrit 2 livres. Là, je suis sur la fin du manuscrit de mon 3e livre. Mon premier livre avait pour thématique le bonheur. Mon 2e livre avait pour thématique l'amour. Et là, mon 3e livre, c'est un livre sur la douceur. Parce que je pense que la douceur, c'est vraiment quelque chose que, on va dire, on n'a pas trop l'invitation dans notre vie à cultiver la douceur en soi. Et je pense que c'est une qualité qui change une vie, en fait. Donc ça a été la thématique de mon 3e livre qui va sortir sous peu. Et à côté de ça, en fait, j'ai une agence d'écriture où j'aide les gens à écrire leurs livres et à créer leur univers en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'écriture, quand on regarde, l'écriture est partout. L'écriture, c'est dans les vidéos YouTube, dans les vidéos, les Reels. C'est aussi dans la communication qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est dans nos newsletters, c'est sur nos sites internet. En fait, l'écriture est partout. Et du coup, j'aide les gens à avoir une belle écriture partout. Donc c'est vraiment, ton travail en fait est très marqué par la positivité finalement, ce côté vraiment positif, bienveillant et cet amour de la vie. Ouais, en fait, alors je j'ai pas l'impression d'avoir un regard positif, mais plutôt un regard global sur les choses. Parce que souvent, en fait, tu vois, même sur mon livre « La vie est tellement belle », les gens pensaient que je disais « la vie est belle ». Et en fait, c'est pas ça mon message. Mon message, c'est de dire « la vie est
tellement belle. Et le mot le plus important, je pense que c'est le mot tellement. Parce que le mot tellement, il englobe en fait l'expérience de la réalité. Il n'y a pas le... Enfin, moi, j'ai un parcours de vie qui a été très complexe, très difficile en fait pour un enfant. Et je peux pas passer à côté de la douleur, je peux pas passer à côté de la tristesse, je peux pas passer à côté de tout ce qui est difficile dans la vie parce qu'il y a plein de choses qui sont difficiles. Et en fait, je suis pas là à dire faut voir que le rose de la vie, mais au contraire, j'invite à voir toutes les couleurs de la vie. Là où, quand des fois on souffre, on aurait envie de dire la vie c'est nul, la vie c'est que du noir, la vie c'est que du gris. Et ben non, en fait, j'invite à regarder, tiens, regarde, là ok, c'était peut-être pas cool, mais ça t'a permis de rencontrer ça, de découvrir ça. Et en fait, j'invite à voir au-delà des apparences. Oui, donc voilà, tu n'occultes pas en fait finalement tous ces sentiments négatifs qui peuvent exister et qui sont totalement ok, c'est normal de les ressentir, de les vivre pour tout le monde. Mais voilà, tu es plus dans une démarche de montrer que malgré tout ça, voilà, il y a des belles choses qu'il faut en profiter, qu'il faut profiter aussi des choses simples. C'est ça. Je crois que c'est beaucoup ce que tu dis dans ton livre. Voilà. Complètement. Et puis c'est vraiment ce constat en fait de... C'est pas ce qu'on a, ce qu'on fait, ce qu'on gagne qui nous rend heureux, mais c'est le regard qu'on va poser sur tout ça. Et une personne avec la même situation, il y en a une qui va être heureuse et l'autre pas, tout simplement parce qu'il y en a une qui va savoir savourer ce qu'elle a, et l'autre, en fait, elle va juste se plaindre de ce qu'elle n'a pas encore. Okay, ouais. Et en fait, quand on se rend compte de ça, on se rend compte que le bonheur, c'est peut-être pas quelque chose de super lointain, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et moi, j'aime... Il y a des gens qui n'aiment pas parler de ces concepts qui ne sont pas palpables, comme le bonheur, l'amour, la réalisation de soi. Tout ça, c'est des concepts en fait qu'on a inventés, nous, en tant qu'humains. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais dans tous les cas, ça existe en nous. Et c'est un peu des sortes d'idéaux dans notre esprit. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de fondamentalement bien, en fait, que ça ne soit pas palpable, parce que justement, ça nous donne la liberté d'y aller comme on en a envie. Et personne ne peut nous dire si on est heureux ou pas, en fait. Il n'y a que nous qui pouvons le savoir parce qu'on se connecte à nos ressentis, on se connecte à ce qui fait sens en nous. Et le bonheur, c'est pas quelque chose, c'est pas l'absence de souffrance, mais au contraire, c'est le sens qu'on va mettre à nos difficultés, à nos souffrances. Et c'est comment on va magnifier, en fait, notre chemin dans la vie. Donc moi, je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants parce que justement, tellement pas palpables, qu'en fait, ils nous donnent la liberté d'en faire ce qu'on en veut. Et pour moi, la liberté, c'est une valeur qui est fondamentale. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, donc, tu as cette agence d'écriture, tu as pu sortir 2 livres, puis là, le 3e prochainement. C'est vrai que tu as un parcours mais hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es arrivé jusque-là? Quel a été ton parcours? Peut-être, alors pas seulement parcours pro, mais ton parcours de vie, en fait, pour arriver jusqu'à ces conclusions et pour aimer autant parler du bonheur, de ces choses-là? Ouais, alors moi j'ai un parcours de vie un petit peu atypique. Quand je suis née, déjà ça commence par une anecdote assez marrante, c'est que à ma naissance, ma mère biologique demande aux infirmières qui sont présentes ce jour-là si c'est possible de me vendre. Alors faut mettre du contexte sur la situation. Ma mère est une personne qui venait de l'ex-Yougoslavie. Donc en fait, il y avait la guerre froide, il y avait un contexte historique qui était très compliqué. Et apparemment, dans leur culture, c'était quelque chose qui pouvait des fois se faire, aussi fou soit-il pour nous, regard français. Et en fait, ma mère était clairement malade psychologiquement. Elle a été diagnostiquée schizophrène dans sa vie. Et donc, en fait, quand je suis née, à mes 10 mois... Non, quand je suis née, en fait, je suis directement allée en pouponnière dans les services sociaux de la DAS. Et à mes 10 mois, je suis rentrée dans une famille d'accueil. Et dans cette famille d'accueil, je suis restée jusqu'à mes 15 ans. Et à mes 15 ans, en fait, je suis partie parce que c'était devenu vraiment trop difficile de vivre dans ma famille d'accueil. En fait, plus on grandit, plus on a besoin d'affirmer qui on est, nos valeurs, ce qu'on a envie de vivre dans la vie. Moi, j'avais toujours eu ce regard de... très tôt, je devais comprendre que j'avais 2 mamans. Une maman, c'était ma maman de sang, mais elle était malade psychologiquement, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Et une autre maman, c'était ma maman de cœur, qui m'avait accueillie dans sa famille. Donc il faut savoir que famille d'accueil, c'est un métier. C'est un métier où les gens sont rémunérés pour faire ça. Et malheureusement, même si il y avait un lien qui s'était créé fondamentalement avec ma famille d'accueil, je les appelais papa, maman, j'avais des sœurs. Donc il y avait vraiment de l'amour qui s'était créé de mon côté, de leur côté aussi, j'imagine, j'espère. Mais il y avait quand même de la maltraitance. Il y avait un problème, on va dire, de façon de voir la vie. Ils avaient des croyances religieuses qui étaient très particulières où moi, dès très jeune, j'ai toujours aimé les gens
J'ai toujours aimé créer du contact. Sur tous mes bulletins de notes, il y avait marqué bavardage parce que en fait, j'adorais parler avec les gens. Et en fait, tout ça, c'était pas autorisé dans ma famille d'accueil. Et du coup, bien sûr, plus on grandit, plus on a besoin de s'affirmer, plus on a besoin d'exprimer qui on est. Et en fait, moi, ça passait pas du tout. Donc en fait, à l'âge de 15 ans, je suis partie de cette famille d'accueil en sachant que, pour moi, c'était toute ma famille, en fait. Enfin, je les considérais vraiment comme ma famille. Et à 15 ans, quand on part, en fait, il n'y a pas 36 000 choix. C'est soit on retourne dans une autre famille d'accueil, sauf que 15 ans, c'est quand même assez âgé. On est dans une phase un peu d'adolescente. Voilà, même si Alors moi, je me considérais comme une adolescente très, très docile, mais du point de vue de ma mère de famille d'accueil, j'étais vue comme l'enfer sur Terre, alors qu'en soi, franchement, j'essayais toujours de rentrer dans les cases dans lesquelles on me demandait de rentrer. Et en fait, ça débordait toujours. Ça débordait toujours parce que j'aimais juste les gens, j'aimais juste vivre, j'aimais juste... par exemple, j'avais envie de fêter des anniversaires avec des copines, c'était pas possible. Les croyances religieuses étaient tellement rigides que c'était juste impossible de vivre. Moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre. Et en fait, à 15 ans, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en foyer. Et petit à petit, j'ai commencé... vraiment, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu la sensation de mourir à toute ma vie. Parce que 15 ans, on est assez âgé pour... 15 ans, en fait, toute ta vie, elle est derrière toi. Et tu te dis, en fait, je quitte tout ça. Je quitte tous mes repères. Je quitte ma maison. Je quitte toutes les affaires. Alors, les affaires, en vrai, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, mais c'était plutôt le cocon familial, en fait, qui avait été créé malgré tout, même s'il y avait de la violence et des problèmes, on va dire, de maltraitance. Et puis, il y avait l'inconnu, en fait. Il y avait le monde, il y avait l'aventure, il y avait le fait d'être libre aussi, d'être soi. Et à l'âge de 15 ans, donc, je suis allée de foyer en foyer et étrangement, ça a été une renaissance quelque part où derrière, c'était l'aventure, c'était redécouvrir la vie en étant libre. Et après, de foyer en foyer, petit à petit, j'ai pu réussir à construire ma vie. Je peux pas passer à côté du fait parce que souvent, on dit qu'en France, il y a plein de choses qui vont pas. Mais moi, je suis le parcours vraiment qui montre qu'en France, il y a aussi des choses qui vont. Parce que s'il n'y avait pas eu les services sociaux, s'il n'y avait pas eu, à l'âge de 18 ans, j'ai bénéficié d'un contrat jeune majeur où j'avais de l'argent pour me permettre de déménager à Paris, de pouvoir faire mes études et tout. Et en fait, s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas pu me construire. Donc, on souligne souvent ce qui ne va pas en France, mais il y a aussi des choses qui vont. Et moi, je sais que si j'ai pu m'en sortir comme ça, dans d'autres pays, j'aurais pas pu m'en sortir comme ça. Parce que j'aurais pas eu les mêmes outils, en fait, pour m'en sortir. Là, le fait d'avoir eu des équipes éducatives, le fait d'avoir eu un petit pécule financier, même si ce n'était pas énorme, mais le peu que j'ai eu, ça m'a quand même beaucoup aidée. Oui. Donc voilà, et en fait, de fil en aiguille, de foyer en foyer, je pars à Paris, parce que Paris, ça me faisait rêver. En fait, quand j'ai commencé dans la vie active, j'ai voulu faire une fac de communication. Cette fac de communication, j'ai jamais réussi à m'inscrire parce qu'il me manquait un papier. Donc au final, au bout de 3 mois, j'ai dû arrêter. Et à côté, en fait, je travaillais avec les personnes âgées. Et c'est rigolo, en fait, de commencer dans la vie active avec les personnes qui, on va dire, ont déjà vécu toute leur vie. Parce que ça vous donne un regard sur la vie, sur les choses, qui est quand même très intéressant. Parce qu'à travers leur regard, à travers leur passé, d'un seul coup, on se dit, la vie, ça passe, en fait. Chose que des fois, quand on est jeune, je sais pas si on arrive à s'en rendre compte si rapidement. On n'a pas conscience parfois, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on a l'impression, même, je vois mon parrain, jusqu'à il y a quelques années, il avait toujours ce regard de « je suis jeune dans mon esprit » et c'est super d'avoir ce regard. Mais je pense que le fait d'avoir été en contact avec des personnes qui avaient vécu, ça m'a permis aussi de me dire « en fait, la vie, elle va passer. Il va falloir en faire quelque chose pour que ça se passe bien. » Et en fait, les personnes âgées, elles me disaient « Non, mais Anna, c'est pas possible. » Genre, moi, j'avais 18 ans, donc même 17, 18. J'étais vraiment au tout début qu'on pouvait travailler en France. Et en fait, elle me disait, non, mais tu peux pas rester ici, à nettoyer notre appart, à faire nos courses, va vivre ta vie, prends ton envol. Et en fait, moi, je lisais beaucoup de livres sur le métier de comédien. Et j'étais ça me faisait halluciner de voir qu'un comédien, il pouvait vivre des émotions à l'écran, les transmettre aux gens, et que moi, je pouvais être spectateur et je pouvais pleurer ou rire avec la personne, alors qu'en fait, tout ça, c'était un jeu d'acteur. Et ça m'hallucinait, en fait. Je me disais, mais waouh, c'est dingue de pouvoir faire ça. Et donc, j'avais lu des livres de comédiens sur la vie de Marilyn Monroe, de Charlie Chaplin. Enfin, il y avait plein de livres comme ça qui m'avaient passionnée. Et là, je me suis dit, bon, ok, faut que je parte à Paris.
faut que je parte à Paris, il faut que je m'inscrive dans une école de comédien. Donc, c'est ce que j'ai fait. À côté, pareil, je travaillais toujours en tant qu'hôtesse. Et le métier de comédien, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai senti que c'était pas exactement ce que je voulais faire parce que une fois que j'étais sur scène, bien sûr, c'était une école de comédie et d'acteurs où on pouvait être sur scène. Et une fois que j'étais sur scène et que je jouais les rôles, en fait, bien sûr, je délivrais des messages, mais j'ai ressenti l'envie de délivrer un message qui venait de moi. Et là, pareil, inspirée par le parcours d'Oprah Winfrey, où en fait, c'est une présentatrice qui a exprimé ses idées, qui a fait connaître beaucoup de monde, qui a réussi alors que rien ne pouvait prédire qu'elle allait réussir dans la vie. Et là, je me dis, OK, en fait, c'est pas acteur qu'il faut que je fasse, c'est présentateur télévisé. Donc là, pareil, je remets les bouchées doubles, je m'inscris dans une école de présentateur télévisé. Et là, en fait, je fais pareil, des castings et tout, et la même histoire. Je rentre pas dans les cases, j'arrive pas à convenir aux gens, en fait. Et je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Et là, en fait, je rencontre le fils de Chavannes, Paul. Donc moi, j'étais casteuse dans une équipe Fremantle Media. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas toi-même de la vidéo ? Pourquoi tu te lances pas sur YouTube ? Pourquoi tu fais pas toi-même ta com ? Et là, je le regarde et je lui dis, bah ouais, t'as raison. Genre, je crois que je vais faire ça. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à faire de la vidéo, à exprimer mes idées, à partager mes idées. Et en fait, de la vidéo, est venue l'écriture. Et de fil en aiguille, l'écriture, ça s'est un peu imposé, en fait, parce que j'essayais de comprendre à chaque fois le fil rouge de tout ce que je faisais. Il y avait la volonté de s'exprimer pour de vrai et pas pour de faux. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important et identitaire chez moi. Il y avait la volonté de partager ce que je découvrais à l'intérieur de moi. Et il y a eu des découvertes aussi intérieures qui, en fait, à un moment donné, elles n'ont qu'une envie, c'est de s'exprimer. Et là, du coup, ça fait sens. Et de voyage en voyage, de rencontre en rencontre. Un jour, je me retrouve en Australie et en 5 jours, j'écris « La vie est tellement belle ». Incroyable. Incroyable, en 5 jours. Ouais. C'était un élan d'inspiration, là, pour le coup. Ouais, un élan d'inspiration. Et puis, il y avait aussi cette idée que j'avais mis 25 ans à le vivre. C'était tout mon parcours, en fait. C'était un message aussi que j'avais découvert dans un état modifié de conscience. Et il y avait l'invitation aussi à exprimer l'idée qu'à l'intérieur de nous, on a des vérités intérieures. Moi, par exemple, la vie est tellement belle. Ce sont des mots que mon âme, mon cœur se répètent sans cesse. Quand j'ai découvert ces mots dans cet état modifié de conscience, il y avait cette vérité qui s'est imposée à moi. En fait, c'est ce que je me répète tout le temps. Du matin quand je me lève, au soir quand je me couche, et peut-être même dans mes rêves la nuit. C'est le mantra de mon âme. Et là, d'un seul coup, l'exprimer... Alors au début, quand j'ai découvert, je ne me suis pas dit que j'allais écrire un livre. Mais l'invitation s'est présentée et à un moment donné, on répond présent parce que en fait, c'est évident. Et j'aime beaucoup travailler avec l'évidence. Je trouve que c'est beau. Oui. Et c'est vrai que tu partages énormément, même à travers tes réseaux sociaux, en fait, ces messages qui sont très authentiques, très vrais, comme tu dis. Quel est ton message, en fait, parce que tu parles aussi de ton parcours en toute transparence. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très, très, très sincère. Quel est ton message aux gens quand tu partages tout ça ? En fait, ce que j'ai envie de transmettre, c'est le fait que c'est tellement possible. C'est tellement possible de s'en sortir. C'est tellement possible d'y arriver. Parce que mon parcours de vie, pour moi, je suis partie de moins que zéro. Je suis pas partie de zéro, je suis partie de moins que zéro. J'avais vraiment des cartes où tu te dis « what ?» Genre, à quel moment j'arrive à m'en sortir avec ça ? Et en même temps, je pense que la qualité que j'avais dans mon parcours de vie, ça a toujours été d'extraire le positif, d'extraire le bien, d'extraire le mieux que je puisse trouver en chemin et d'en faire une force. Ça veut dire que dans ma famille d'accueil, bien sûr qu'il y a eu de la maltraitance. Je peux pas ne pas dire ça, c'est pas possible. Mais malgré tout, il y a eu de l'éducation. J'ai eu une éducation, je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un qui arrive à vivre en société. Bien sûr que ma situation initiale était difficile, de comprendre que j'avais une maman qui était malade psychologiquement et une autre qui malheureusement, il y avait quelque chose qui passait pas avec moi. Mais à côté de ça, ça m'a permis très tôt en fait, de regarder la vie, de comprendre, d'intégrer. Ça m'a donné en fait une intelligence émotionnelle que je pense tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir le développer aussitôt. Oui. Et en fait, c'est ça, cette capacité à toujours prendre, si on a le bon regard, si on a la bonne posture, on peut toujours... Après, voilà, je dis ça parce que j'y suis arrivée forcément. Et bien sûr que des fois, on n'a pas la même
la même force d'esprit, de caractère. Mais finalement, c'est rassurant de se dire qu'il y a quand même cette possibilité. Et j'aime transmettre le fait que c'est possible, on peut y arriver. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas souffert. Moi, pendant des années, j'ai souffert. Et à un moment donné, on s'affranchit. On s'affranchit de son histoire, on s'affranchit de ses blessures. Et moi, tu vois, à l'âge de 22 ans, je suis retournée voir ma famille d'accueil. Et en fait, j'ai appris à pardonner tout ce qui s'était passé. J'ai appris à remercier parce qu'en fait, ça m'avait tellement aidé à grandir dans la vie. Et j'ai appris aussi à voir qu'en fait, c'est pas moi la plus malheureuse. Parce que moi, je m'en étais affranchie de tout ça. Et en fait, pour moi, quand on fait du mal, c'est que profondément, à l'intérieur, on est mal en soi. Et quand on réussit à s'affranchir de tout ça, en fait, derrière, on n'a plus envie de faire du mal. Parce que en fait, quand on est bien à l'intérieur de soi, on a envie d'être bien à l'extérieur de soi. Donc, foncièrement, il y avait vraiment le sentiment, c'est de l'empathie, en fait. De se dire, oui, ok, j'ai souffert, mais finalement, la personne qui a souffert le plus dans cette histoire, c'est pas moi. Parce que moi, j'étais un dommage collatéral, tu vois. Et après voilà, dans le message que j'ai envie de transmettre, c'est on peut écrire son histoire, on peut s'affranchir de son histoire, on peut voir derrière les apparences. Et c'est vrai que tu nous parlais aussi pas mal tout à l'heure de personnes qui t'ont inspiré dans tout ce parcours plus ou moins chaotique et atypique. C'est vrai, c'est le mot, tu as utilisé atypique. Et justement, t'en es arrivé jusqu'à l'écriture. Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré, qui t'ont donné cet élan aussi? Ouais, carrément. Le premier livre qui m'a vraiment inspirée, ça a été Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. C'est un livre que j'ai découvert, j'étais d'ailleurs à Nice, à Roba Capéo. C'est une vue qui est incroyable à Nice. Et en fait, j'étais sur une des marches en hauteur. Et la personne qui lisait ce livre, elle était sur la marche juste en dessous. Et je lisais par-dessus son épaule. Et je me disais, mais son livre, il a l'air d'être incroyable. J'avais jamais découvert de livre d'introspection, de découverte intérieure, de développement personnel. Et là, j'ose parler avec cette personne. Et pareil, là aussi, il y a cette ouverture à l'autre, en fait. Et je pense que dans la vie, c'est parce qu'on s'ouvre à l'autre. C'est parce qu'on ose échanger. C'est parce qu'on ose découvrir l'univers de l'autre que d'un seul coup, on trouve des outils pour s'en sortir. Et donc, j'échange avec cette personne et je me dis, OK, je vais acheter ce livre. Donc, je me retrouve à la Fnac la plus proche. Et là, je m'achète ce livre, Le Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Et là, grosse découverte tout au long de la lecture, il y a des mots en moi qui résonnent et qui se disent, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Genre, c'est tellement ce que je ressens, c'est tellement ce que je vis, c'est tellement ce en quoi je crois aussi. Et de ce premier ouvrage, en fait, je découvre du coup tout ce qui est livre d'exploration de soi, de développement personnel et tout. Et là, ça a été pareil, il y avait un livre de Anthony Robbins, de Le pouvoir illimité. Là, pareil, dans ce livre, je découvre en fait des process que j'avais actionnés dans mon adolescence pour m'en sortir. Et d'un seul coup, je mets des mots dessus. Et d'un seul coup, je me dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup aidée, justement. Je sais que, par exemple, quand je suis partie de ma famille d'accueil, je m'étais projetée. Je m'étais dit, OK, dans 3 ans, j'ai 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer à 18 ans? Et tu vois, c'est pas un truc que tout le monde fait. Et en fait, c'est parce que j'ai réussi à faire cette projection et que je me suis dit, en fait, je me vois pas du tout rester jusqu'à mes 18 ans. Je sais que c'est pas du tout l'endroit où je dois être. C'est grâce à ça que j'ai eu la foi et la force et le courage de dire je veux partir. Et en fait, quand j'ai découvert ce livre et tous ces mots mis sur ces process que j'avais actionnés, moi, inconsciemment, en fait, ça m'a permis justement de pouvoir réutiliser ces process pour justement partir à Paris, pour actionner tous mes plans d'action pour m'en sortir dans la vie. Parce que même si de mes 0 à 15 ans, c'était déjà une première lutte, la vérité, c'est que de mes 15 à mes... je dirais 25 ans, peut-être un peu plus, il y a toujours eu de la lutte, en fait. Parce que même si il y a eu des aides à des moments, la réalité, c'est que quand on part de rien, c'est très difficile de s'en sortir. Et ça, c'est vrai, quoi. C'est un parcours où, pendant des années, ça a été construire. Et il faut avoir la foi, il faut y croire en soi, il faut
il faut se donner les moyens. C'est du taf. Ouais. Et donc en fait, au-delà d'être quelqu'un de très créatif, d'avoir de l'imagination, d'avoir ce côté poétique dans ta personnalité, tu as quand même aussi les pieds sur terre. En tout cas, la vie a fait que tu as dû avoir les pieds sur terre. Donc est-ce que tu arrives à concilier aujourd'hui dans ton travail ce côté créatif et ce côté vraiment plus, alors je vais pas dire peut-être cartésien, mais un peu plus logique et un peu plus réfléchi et un peu plus entrepreneurial? Parce que voilà, je pense que il y a pas mal de choses qui se retrouvent dans tes décisions entrepreneuriales. De fou. Et je trouve que c'est pareil, dans la possibilité de montrer que c'est possible d'avoir les deux. Il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires de « moi, je suis créatif, alors du coup, c'est le bordel dans ma vie ». En fait, c'est complètement faux de penser ça comme ça. Parce que si t'es bordélique et si c'est le bazar de ta vie, peut-être que c'est parce que t'as la chance de pouvoir... être borderline, t'as la chance de pouvoir pas suivre tes finances, t'as la chance parce que t'as peut-être beaucoup dans ta vie et c'est super pour toi et tant mieux. Mais la réalité, c'est que tu peux très bien être les deux. Il n'y a pas d'un côté, je suis créatif, alors je peux pas être ordonné, ou je suis ordonné, alors je peux pas être créatif. Enfin, ça n'existe pas. C'est une histoire qu'on se raconte. Et je trouve ça tellement dommage de se raconter cette histoire, parce que même si ça donne un genre, même si ça donne un style et tout, en fait, d'un côté, ça bride quelque chose en soi. Et la réalité, c'est que moi, la vie, elle m'a pas donné le choix. Ça veut dire qu'en fait, si je veux m'en sortir, déjà, la créativité, le don de l'écriture, la poésie. Moi, il y a plein de gens qui me lisent et c'est super. Et il y a plein de gens qui me disent ce que tu fais, Anna, c'est trop bien, que ce soit les audios, que ce soit tout ce que je partage. Mais à côté de ça, vivre que de mon art, aujourd'hui, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que ça met des années avant d'être reconnu vraiment. Et puis, il faut que ça plaise, il faut que ça rencontre son public. Même si j'ai l'impression que ça rencontre déjà son public, ça se fait pas comme ça en 2-2. Donc, en fait, si tu veux t'en sortir, bien sûr qu'il faut mettre en place des stratégies. Bien sûr qu'il faut suivre tes chiffres. Et moi, je pense que, pareil encore, mon parcours de vie fait que j'étais obligée d'actionner les deux. Et en fait, j'avais pas le choix de me raconter l'un ou l'autre. J'ai toujours eu cette volonté d'être libre, d'être créatif, parce qu'en fait, c'était dans ma nature. Et à côté de ça, j'étais obligée de faire en sorte que les choses soient cadrées. J'étais obligée de mettre en place des plans d'action. Mais en fait, depuis toujours, ça veut dire que moi, je me rappelle mes premiers tableaux financiers, je les ai faits à l'époque où les chiffres, ils jouaient pas du tout entre eux. Et là, tu regardes les chiffres et tu te dis, mais waouh, comment je vais faire pour financer cette formation ? Comment je vais faire pour financer mon appart ? Comment je vais faire pour vivre ma vie de tous les jours ? Et en fait, tu t'en sors parce que tu es stratège et parce que tu sais que, à un moment donné, soit tu vas travailler plus pour pouvoir te permettre de suivre la formation que tu as envie de suivre. Et après, à un moment donné, tu te dis, OK, je me lance dans le bain de l'entrepreneuriat, je me lance, j'ose, je propose mes services, même si au début, tu sais pas si ce que tu proposes, ça vaut le coup. Et après, tu te formes, et après, tu grandis. Et voilà, et après, c'est sans fin, en fait. Mais oui, tu peux faire les deux. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est bien de le rappeler. Ouais. Mais moi, je trouve ça tellement dommage, les gens qui se racontent l'histoire de « moi, je suis créatif, donc je suis bordélique » ou « moi, je suis trop rangé, donc je suis pas créatif ». C'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et en fait, c'est notre contexte de vie qui va nous permettre... Des fois, en fait, par flemme, on n'actionne qu'un des deux. Ou parce que notre vie ne nous demande pas en fait, d'être hyper organisé. Du coup, on se dit, on peut être laxiste. De toute façon, on a toujours le choix d'être laxiste, on peut. Mais on peut aussi très bien être les deux, être très créatif et être très ordonné. Et moi, je trouve que moi, c'est ma notion du bonheur, c'est ma notion de la paix. Et c'est parce que mon contexte de vie me l'a imposé. Moi, j'ai besoin d'avoir de la structure. Et c'est cette structure qui va me permettre d'aller vers ma créativité. Et j'adore en fait avoir les deux. Et j'adore vivre les deux. Je serai sûrement... c'est mon équilibre et j'adore cet équilibre. Donc en tant que créative, voilà, c'est possible de monter son business, c'est possible d'avoir toutes ces clés, d'apprendre et puis d'être rentable et de poursuivre en fait son aventure entrepreneuriale. Et puisqu'on est sur Sudo Féminin, en tant que femme, qu'est-ce que tu en penses de l'entrepreneuriat féminin finalement ? Moi, en tant que femme, je me suis toujours considérée chanceuse. Je vois qu'il y a une vraie différence entre les générations. Quand je parlais par exemple avec mon parrain, qui est 2 ou 3 générations
Non, peut-être 2, je pense. On va pas exagérer. Ouais, faut pas exagérer. Surtout s'il écoute après. C'est ça. 2 générations plus loin. Et en fait, c'est vrai que quand on a parlé justement de l'entrepreneuriat, du fait de développer une entreprise et tout, je me rends compte qu'à une époque, la femme qui travaille, la femme qui lance son business, c'était loin, quoi. Et moi, je sais qu'en tant que femme, j'ai eu du soutien de mes proches. Et je me suis toujours sentie soutenue, en fait. Et je pense que quand on a cette capacité à exprimer pourquoi on fait les choses, nos valeurs, et je pense qu'aussi l'écriture, c'est vraiment ça. C'est réussir à mettre sur le papier qui on est. Parce que moi, j'ai vraiment vécu un avant et un après La vie est tellement belle, où avant, les gens, ils savaient qui j'étais, ils savaient que j'avais eu un passif qui était un peu complexe. Mais il y avait pas c'était Anna, elle est gentille. Anna, elle rigole. Anna, elle est solaire. Anna, elle est tout ça. Mais il y avait pas ce truc de ah ouais, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Il y avait vraiment une démarche et tout. Et je pense que ça, c'est le temps aussi qui le donne. C'est le temps qui nous donne cette possibilité de montrer vraiment qui on est, d'affirmer chaque jour nos valeurs, notre parcours. Et en fait, quand les gens comprennent qui on est, je pense que le soutien, il est réel, en fait. Après, voilà, le soutien, en tant que femme, moi, je sais qu'à chaque fois que j'avais du soutien, j'avais beaucoup de gratitude et beaucoup de reconnaissance pour le fait d'avoir ce soutien. Je me sentais soutenue par mes proches, pour mes projets. Et après, bien sûr, il ne faut pas se reposer sur ça. Il faut être reconnaissant et puis construire au maximum. Et oui, je pense qu'en tant que femme... Enfin, moi, en tout cas, je me sens vraiment portée. Et pour toi, effectivement, c'est pas une faiblesse, en fait. Non, j'arrive pas à comprendre comment on peut trouver que c'est une faiblesse. Après, par contre, je vois des différences, par exemple, dans mon domaine, entre des hommes et des femmes, et moi, en fait, en tant que femme, où il y a quand même ce truc où les hommes, on sent qu'ils y vont, en fait. Moi, voilà, ils foncent, ouais, et puis après, ça passe, et ça passe pas, tant pis. Mais moi, en tant que femme, je sais que je prends plus de temps. Je vais moins foncer, je vais plus réfléchir, je vais être plus dans quelque chose où je construis de la bonne façon, comme je le ressens. En fait, je vais avoir plus besoin d'être sûre de moi, d'avoir fait mes premières expériences, d'avoir eu du résultat, avant de pouvoir dire c'est bon, je sais faire. Alors que chez les hommes, moi, j'ai beaucoup observé ça, que c'était c'est bon, on sait faire, et puis en vrai, on verra si ça se fait vraiment, quoi. C'est juste 2 manières de fonctionner différentes, selon toi, en fait. Voilà, moi je l'ai observé, Ouais. ça veut pas dire que tout le monde fonctionne comme ça veut dire qu'il y a une petite tendance que moi j'ai observée de mon prisme à moi, mais je garde à l'esprit que il n'y a pas d'obligation, c'est comme l'histoire d'être créatif ou d'être ordonné, c'est pas parce qu'on est femme qu'on peut pas y aller, c'est pas parce qu'on est homme qu'on fait que foncer, ça dépend vraiment des profils. Et puis on peut se donner la liberté d'actionner ça en soi si on en a envie. Après voilà, ce que je pense, c'est que moi par exemple, tu vois, on parlait du syndrome de l'imposteur la dernière fois avec un entrepreneur. Moi je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Par contre, je vais pas par exemple vendre une presta super chère si je suis pas sûre en fait du résultat que je peux apporter. Et pour moi c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est la vérité. Ça veut dire que tu mets un tarif sur tes prestations quand tu sais que tu peux apporter le résultat que tu veux apporter. Et pareil, pour moi le syndrome de l'imposteur, c'est un truc. Pour moi, ça n'existe pas, c'est quelque chose qu'on se raconte encore. Et si on le ressent, ça veut dire que soit on n'a pas l'expérience, soit on n'a pas les résultats, soit le tarif est vraiment trop élevé par rapport à ce qu'on est sûr de pouvoir délivrer. Mais voilà, moi, par exemple, j'ai opté pour ne pas vivre ce syndrome-là, pour vivre quelque chose de plus progressif, pour être sûre, faire mes premières expériences à des tarifs... Tu sais quoi, mon premier livre que j'ai écrit pour quelqu'un, je l'ai facturé 400 €. Donc en fait, tu te dis, forcément, je pouvais pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est pas possible, c'était un stage en fait, le truc. C'est ça. Donc, et c'est pourtant, je l'ai super bien fait et tout. L'entrepreneur était super content. Et puis après, j'en ai parlé avec une collègue dans l'édition. Elle m'a dit, mais Anna, c'est pas possible, tu peux pas vendre ça 400 €, Ouais. c'est minimum 2000. Et en fait, après, je me suis formée, j'ai grandi. Et après, petit à petit, j'ai augmenté mes prix. Mais en fait, du coup, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Par contre, oui, bien sûr, j'ai pas évolué, j'ai pas fait un fois 10 sur mon CA les premières années. Après, voilà, c'est une question de choix. Moi, je sais que l'équilibre, chez moi, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que je préfère prendre le temps, construire bien les choses et explorer ce que j'ai envie d'explorer, plutôt que de foncer et d'avoir du chiffre, au point que je m'en dégoûte. Tu vois. Oui. C'est un choix. Toujours rester en fait passionné par ce que tu fais et avoir l'amour de l'écriture. Ouais. Complètement. L'amour de l'écriture, l'amour des projets,
Moi, je sais que dans ma boîte, j'ai plusieurs services et j'aime trop l'écosystème que j'ai créé. Et je préfère ça plutôt que de... Il y a des gens qui vont dire, ouais, il faut être focus que sur un produit et tout. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. C'est le seul truc, c'est si ce que tu fais, c'est bien, ça fonctionne. Si ce que tu fais, ça fonctionne pas, il faut revoir quelque chose dans ton process. Mais après, il y a personne qui peut te dire non, il faut juste un produit unique. Non, il faut juste que tu vendes de la formation. Non, il faut juste que tu fasses de l'accompagnement. C'est toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui répond à tes besoins? Et fais-le. Ouais, je suis totalement d'accord sur ça. C'est vrai qu'on a souvent le conseil de se nicher, d'avoir vraiment un cœur de produits vraiment très très précis. Mais bon, en fait, je trouve que c'est aussi se mettre parfois des œillères. Enfin, finalement, c'est dommage de se brider quand on a envie d'explorer. Et puis surtout au début, c'est vrai que c'est une phase d'apprentissage de l'entrepreneuriat. C'est un long parcours. Donc c'est bien au début. Mais complètement. Et puis, tu vois, moi, par exemple, j'ai commencé par écrire des livres pour les gens. Et après, je me suis rendu compte que... Moi, en fait, c'est simple. Tous les produits, les services que j'ai créés, ça répond aux problématiques que les gens qui sont venus à moi m'ont expliquées. Au départ, donc, un entrepreneur veut écrire son livre. Ok, je commence par ce produit-là. Après, je me forme, j'évolue, j'améliore mon accompagnement, enfin ma prestation de service. Et ensuite, je tombe sur des profils de personnes qui veulent écrire, mais donc elles veulent écrire leur livre, mais elles veulent l'écrire par elles-mêmes. Et là, je me dis, ok, là, on est sur un autre produit, en fait. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai créé la supervision d'écriture, où j'accompagne les auteurs à écrire leur livre par eux-mêmes. Et en fait, c'est pas du tout le même produit que d'écrire pour la personne. C'est pas du tout le même taf. Ensuite, pareil, j'ai une personne qui vient à moi, qui veut écrire son livre, mais elle me dit, Anna, avant, faut qu'on regarde mon business parce que il y a rien qui va, mes landing pages, elles sont pas faites, je sais pas comment mon entreprise, elle fonctionne et tout. Et ben là, en fait, j'ai commencé à travailler en tant que online business manager pour cette personne, alors que je connaissais même pas l'intitulé du poste. Juste, elle avait vu que je savais faire ça chez moi, elle avait vu mes landing pages, elle s'était dit, en fait, elle sait faire ce que j'ai envie de créer. Vas-y, go, aide-moi à le faire. Et pareil, au début, je connais pas le prix, je connais pas le tarif, j'ai pas encore d'offres. En fait, je commence, tarif horaire, 50 € TTC, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais même pas encore la logique de hors taxe, TTC et tout. Et voilà, et en fait, au début, tu te formes, au bout d'un moment, forcément, tu te dis, bon, je suis peut-être pas assez payée pour ce que je fais, mais en fait, c'est super parce que du coup, il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur et il y a juste de l'expérience. Exactement. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, en fait, comment, si je devais vraiment créer une offre, ça serait quoi? Comment j'accompagnerais les gens? Est-ce que le profil de mes clients, c'est le bon profil? Parce que c'est toujours pareil. Au début, t'attires à toi les premiers clients, c'est ton réseau direct. Et après, en fait, ton offre, elle peut évoluer. Tu peux attirer d'autres types de clients. Et tout ça, en fait, c'est passionnant à vivre. Et tu vois, tu disais, il y a beaucoup de gens qui donnent cette information-là. C'est vraiment le problème aujourd'hui des réseaux sociaux et de l'information qui circule. C'est qu'il y a plein de personnes qui ont une méthode. Et cette méthode, c'est la meilleure. Sauf qu'en fait, l'information, quand elle vient à nous, ce qu'il faut, c'est qu'elle circule dans notre vie à nous. Ça veut dire que la dernière fois, tu vois, j'étais avec une entrepreneuse qui me disait, non mais moi, Anna, j'ai une offre et les gens, ils veulent pas mon offre. Et je lui dis, les gens, ils veulent quoi? Et là, la personne me dit, en fait, ils veulent un tarif horaire. Je lui dis, de toute façon, t'en offres. À un moment donné, ça se rejoint à un tarif horaire. Tu fais de la prestation de service, même si t'as une offre, dans tous les cas, ça arrive à tu vas y passer du temps et tu vas pouvoir donner un chiffre sur ce temps que tu passes. Et elle me dit, oui, c'est vrai et tout. Et en fait, en lui faisant voir les choses comme ça, parce que donc il y a beaucoup de coachs qui disent, il faut à tout prix une offre, J'entends, c'est bien sûr que oui, il faut faire des offres, mais à un moment donné, si le marché il te demande un tarif horaire, en fait, faut s'adapter parce que tu préfères quoi? Tu préfères ne pas donner de tarif horaire et donc ne pas avoir de clients? Ou tu préfères avoir ton... Enfin, voilà, à un moment donné, il y a un choix à faire et ce choix, c'est avance. Si ton marché n'est pas prêt encore pour ton offre, c'est peut-être que tu n'es pas encore assez reconnu, c'est peut-être que tu n'as pas encore assez d'expérience, c'est que peut-être ton offre, tu n'arrives pas encore assez bien à la défendre parce qu'en fait, tu l'as jamais testée. Alors en fait, les gens, ils font les choses à l'envers. Moi, tu vois, les offres que j'ai créées dans ma boîte, je les ai créées parce qu'en premier, j'ai commencé à un premier tarif qui était peut-être petit, mais j'ai eu mes premières expériences clients, j'ai eu mes premiers endroits où je peux rectifier le tir, où je me dis, tu vois, la supervision d'écriture, au début, c'était 6 mois d'accompagnement. Et je me rends compte qu'au bout de 6 mois, les gens, ils n'y arrivent pas. En fait, je me dis, ok, il faut la mettre sur 12 mois. Parce qu'en fait, si au bout de 6 mois, les gens, ils n'y arrivent pas, ils vont être déçus. Maintenant, si je vois que clairement, il faut 12 mois pour une personne, oui, on va mettre la supervision en 12 mois.
Et s'il y a des gens qui arrivent avant ces 12 mois, en fait, il y a toujours plein de choses à travailler. En fait, il y a toujours la communication, il y a plein de choses. Donc, en fait, la personne, dans tous les cas, elle aura mon accompagnement sur d'autres thématiques, tu vois. Oui. Mais voilà, le vrai souci, c'est quand on prend l'information et qu'on l'applique pas dans la vie réelle et qu'on se fait pas du feedback perso. Tu vois, c'est pareil, l'histoire de l'offre unique. Bien sûr que l'offre unique, ça serait super si ça pouvait être aussi simple. C'est bien sûr. Sauf qu'en fait, techniquement, si tu te bloques à ça et que tu développes pas le reste, c'est que moi, tu vois, dans mon entreprise, j'ai plusieurs piliers. Mon chiffre d'affaires repose sur plusieurs piliers et ça permet d'être flexible, en fait. Ouais, tout à fait. Et tu as un conseil clé pour une entrepreneuse, justement. Ça serait quoi le conseil pour toi le plus important que tu pourrais donner là aujourd'hui niveau business ? Le conseil le plus important, c'est de pas croire l'information sans la tester. Et à un moment donné, il faut vivre le truc, quoi. Faut pas juste... c'est pareil, des fois on a l'impression que tout le monde est sur le business en ligne. Donc moi je travaille beaucoup avec des gens du business en ligne, mais il y a aussi la vie réelle, en fait. Il y a les gens que tu rencontres dans la vraie vie. Et à un moment donné, en fait, ne pas croire ce qu'on te dit parce que c'est super d'y croire, mais faire ce va-et-vient entre... On me donne cette information, je l'intègre chez moi, comment ça résonne dans mon écosystème. Si ça fonctionne, c'est super, je continue. Si ça fonctionne pas, je change. Ça veut dire si je cherche des clients mais que je les cherche qu'en ligne et que ça fonctionne pas en ligne, ok, comment je peux le faire dans la vie réelle ? D'aller chercher l'information mais en mouvement, pas juste de l'information. Je pense que t'arrives pas à avancer comme ça. Je suis du même avis. Tester, apprendre, expérimenter. C'est ça, de fou. Est-ce que tu aurais un souvenir marquant à nous partager sur ton parcours ? Une réussite, une rencontre, quelque chose qui a été peut-être décisif, qui a été un tournant dans ta carrière pro ? Ouais, alors j'ai envie de partager un souvenir parce qu'en fait c'est un peu on n'en a pas parlé, c'est vraiment de tout ça que toute mon aventure entrepreneuriale est née. En fait, en 2018, je vais pour rejoindre un entrepreneur en Thaïlande. Et le but, en fait, à ce moment-là, c'est de travailler sur sa communication. Alors, l'épisode, bien sûr, c'est que forcément, première fois de ma vie que je pars au-delà de l'Europe, première fois de ma vie que j'ai un passeport, première fois de ma vie que je prends un avion pour la Thaïlande. Déjà, je savais pas qu'il fallait prendre un avion pour sortir de la Thaïlande, donc pareil, je prends un billet vraiment à l'arrache. J'arrive à l'aéroport, c'est un ami à moi qui m'amène. J'avais juste un sac à dos de 10 litres pour partir à l'autre bout du monde. Donc déjà, tout ça, c'est lunaire. Et en fait, je loupe l'avion. Déjà. Ah ouais, bon début déjà. Bon début, l'histoire commence bien. Alors, la finalité, c'est quand même que j'ai réussi à prendre le même avion le jour juste d'après. Mais je sais pas par quel miracle, parce que clairement, c'était moi qui étais en retard. La personne, elle aurait pu me dire « Non, mais repayez votre billet d'avion, j'en ai rien à faire. » Mais moi, en fait, dans ma tête, c'était comme si je partais à Paris. En fait, à aucun moment, je me suis dit, il faut que j'y sois super longtemps avant. Donc, la finalité, c'est que je prends le même avion un jour après. Ensuite, je pars en Thaïlande. En Thaïlande, je commence la communication avec cet entrepreneur et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, en fait, je faisais de la communication sur mes réseaux. Mais en 2018, en fait, on était loin de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une pépinière de talents, de community management, de communication sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça, c'est très... popularisé, tout le monde le fait aujourd'hui. À l'époque, on était vraiment loin de tout ça. Donc juste même faire de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'était déjà waouh, tu le faisais quoi, tu vois. Et donc en fait, je commence à filmer cet entrepreneur et tout, je commence à travailler sa communication, ses textes et tout. Et en vrai, ça me plaisait pas des masses, en fait. Je l'avais jamais fait pour quelqu'un et je me rends compte que j'avais pas la fibre de faire ça. Et en fait, dans cette aventure, à un moment donné, il doit interviewer un chaman. Alors un chaman qui est français, donc c'est quand même on est à Bangkok. On se retrouve avec un chaman français qui s'appelle Guillaume et donc il fait l'interview et moi j'étais là, je filmais, j'étais un peu deg de faire ce taf parce que c'est vraiment ça me parlait pas en fait à l'époque. Et après l'interview, ce chaman il nous propose d'aller dans un jardin. Et dans un jardin à Bangkok, de prendre des vélos. Et là, d'un seul coup, je me dis, ah là, c'est vraiment trop cool, j'aime trop ma vie et tout. Et ce chaman, en fait, il servait du râpé. Donc le râpé, c'est du tabac prisé. Et c'est un petit ustensile qui fait comme ça. Et en fait, le chaman, du coup, prend un embout de l'ustensile dans sa bouche. Et soit il se le serre à lui-même dans le nez. Et en fait, c'est la narine gauche, la narine droite.
Et avant de faire ce rituel, en fait, avec soi-même, on pose une intention, en fait. Et en fait, le tabac prisé qui va être ingéré par le nez, en fait, ça crée un état modifié de conscience. Et soit ça prépare pour des plus grands voyages de conscience, soit ça fait vivre un petit état modifié de conscience dans son esprit. Ça nettoie, en fait, ça fait plein de choses. Et chaque tabac prisé a une fonction différente. Et donc, en fait, il propose qu'on essaye. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de « allez, go, pourquoi pas ?» Donc j'essaye et puis voilà, ça fait un peu pleurer parce que forcément c'est quelque chose que tu ingères par le nez, donc c'est logique en fait, hein, c'est chimique. Et voilà, et donc en fait la journée se passe bien et tout. Et après je me rends compte qu'en fait j'étais venue dans ce voyage, j'étais partante pour l'aventure et au final je me rends compte que ça me plaît pas plus que ça de faire de la communication pour l'entrepreneur. Et j'en parle à mon ami entrepreneur et je lui dis écoute, je me rends bien compte que je suis pas à fond, c'est pas quelque chose qui me plaît à 100%. Et il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci, de toute façon, il n'y avait pas de contrat. Enfin, c'était vraiment un accord entre nous, quoi. Et en fait, il me dit, d'accord, fais ce que tu veux. Et là, je me dis, ok, maintenant, je suis à Bangkok, qu'est-ce que je fais ? Et là, le chaman, Guillaume, il me dit, nous, on part en retraite chamanique et tout, on va à Chiang Mai, tout ça. Et là, je le suis. Je me dis, ok, go, tout partir en retraite chamanique. Et en fait, on se retrouve sur un radeau. Enfin, vraiment, le paysage, il était incroyable. Un radeau sur un lac. C'était toute la nature autour. C'était vraiment incroyable. Et pareil, on fait une semaine comme ça. Et après cette semaine-là, je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'en parle avec Guillaume. Il me dit, pourquoi tu fais pas le Vietnam, le Laos, maintenant que t'es à l'autre bout du monde voyage, quoi. Mais moi, toute cette période de ma vie, j'avais pas énorme de sous, quoi. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas faire ça maintenant que je suis là-bas ? Donc là, je pars à Hanoï. Et à Hanoï, en fait, d'un seul coup, l'envie d'écrire, elle commence un peu à se manifester. Et en fait, à Hanoï, le Vietnam, c'est le bazar. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le calme, j'aime beaucoup l'espace, j'aime beaucoup le silence. Et l'envie d'écrire commence à se manifester. Et là, je me retrouve à Hanoï, au milieu de... On dirait carrément qu'on est dans une chambre d'enfant, mais en bazar. Après, pareil, il y a plein de monde. Première fois de ma vie où je me dis, ah ouais, en fait, on est beaucoup sur Terre, c'était à Hanoï. Genre, je me retrouve dans une rue et là, je vois tous les gens qui passent et tout. Là, tu te dis, mais en fait, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Et ça aussi, c'est des perceptions de conscience qui sont quand même assez marquants parce qu'en fait, ça te fait vraiment des ancrages de, ah ouais, en fait, je suis rien, quoi. Il y a trop de monde. Enfin, ça fait trop bizarre, en fait. Et là, je me dis, ok, j'ai vraiment envie d'écrire. Et en fait, j'ai des amies qui passent par Hanoï, des amies françaises, qui vont à l'aéroport. Et je me dis, vas-y, go, je vais avec elles. Et je sais pas quoi faire. Et je me dis, en fait, soit je pars à Bali pour trouver un peu de tranquillité, tout ça. Soit l'Australie, ça m'avait toujours fait rêver. Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai toujours aimé l'Australie. Alors, tu vois, il y a des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui t'attire dans un endroit. Et là, je me dis, ok, je vais aller à Bali parce que Bali, ça coûte quand même beaucoup moins cher que l'Australie. Fatalité, c'est l'année où le volcan il a explosé. Et donc, en fait, impossible d'aller à Bali. Et ma copine qui était présente ce jour-là, elle me dit, non mais vas-y, je te paye le billet pour aller en Australie. C'est le destin, là. Mais oui, de fou. Tu te dis, mais c'est incroyable. Et j'arrive en Australie, toujours pareil, avec mon petit sac à dos de 10 litres. Et là, c'était vraiment mythique parce que, genre, moi, je parlais vite fait anglais. Et j'arrive en Australie avec mon petit sac à dos. Et en fait, tous les aéroports où j'étais allée, les gens, ils m'accueillaient, ils s'en foutaient. Enfin, j'étais une goutte d'eau dans l'océan. Et là, je me rappelle, en Australie, la nana qui était à l'accueil de l'aéroport, elle me regarde, elle me fait « You have only this bag ?» Et là, je la regarde, j'ai fait « Yes !» Elle t'a jugé, là. Ouais, elle m'a jugé de fou. Elle s'est dit « What ?» Genre, une Française qui arrive avec un sac à dos, genre dans notre territoire civilisé. Genre, pour elle, c'était lunaire, en fait. Et puis vraiment, mon sac à dos, c'était un petit sac à dos noir Nike SB. Enfin, c'était... Même moi, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais complètement folle. Et voilà. Et en fait, après, en Australie, ça a été pareil, des rencontres. Et à un moment donné, la rencontre avec le livre, l'écriture qui s'est faite. Et ouais, en fait, c'est de là que tout mon parcours a... En fait, le parcours, il commence toujours quelque part. Mais ça a été une période de ma vie où vraiment, je me suis prouvé beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as expérimenté, les belles surprises, les moins bonnes... Voilà, tout ce que tu as pu voir en voyageant. Qu'est-ce que tu dirais à la Anna enfant si tu pouvais lui parler aujourd'hui ? Je dirais de pas s'en faire, que je serais toujours là pour elle. Que oui, ce qui sonne vrai
dans son cœur, en fait, ça sera vrai pour de vrai, enfin, qu'il faut pas s'en faire sur... Parce qu'en fait, toute cette période de ma vie, c'était beaucoup de doutes, même avant, en fait. Ce truc de je me sens pas comprise, je me sens pas respectée dans ce que je suis, je me sens pas comprise. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on écrit. On écrit pour mieux exprimer qui on est. On écrit pour que les gens nous comprennent. Et tu vois, il y a ce truc où il y a beaucoup de gens qui veulent être connus dans la vie. Mais je crois que d'être reconnu, ça a beaucoup plus de valeur que d'être connu. Parce qu'être connu, j'ai l'impression que c'est compliqué parce que quand il y a beaucoup de gens qui te connaissent, les gens jugent l'apparence et s'intéressent pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que quand t'es reconnu, même si c'est par pas beaucoup de personnes, et d'un seul coup, t'es à ta place. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau à se faire, d'être reconnu par les gens autour de toi. D'être reconnu dans tes valeurs, d'être reconnu dans ta vérité, d'être reconnu dans ce que tu es. Et moi, dans mon enfance, je pense que j'ai beaucoup souffert de ça, de pas être reconnue. Tu te verrais comment dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Waouh, c'est loin. C'est super loin, 10 ans. Dans 10 ans, je pense que j'espère en tout cas que Adara & Co, ça sera une agence reconnue dans son domaine. J'espère accompagner de plus beaux projets et de plus grands projets. J'aimerais beaucoup aller sur de l'accompagnement de livres beaux, de livres d'art. Voilà, je pense que tu vois, les premières années en entrepreneuriat, on apprend nos compétences, on construit tout en même temps. Enfin, c'est un peu la guerre les premières années. Et après, ça commence un peu à être huilé parce qu'on a commencé à mettre la machine bien en route. Et après, en fait, quand tes process ici fonctionnent, t'as qu'une envie, c'est d'aller justement sur de l'art de plus en plus, sur de la créativité de plus en plus. Donc, il y a vraiment ce truc que je ressens déjà aujourd'hui. Je ressens aussi l'envie de communiquer comme on fait là, où j'exprime, où je partage tout ce que la vie m'a donné la chance de vivre. J'ai vraiment envie d'inspirer les gens à prendre leur propre route et véhiculer toutes ces valeurs-là. Donc faire beaucoup de communication, de diffusion. J'ai aussi envie d'explorer, pareil, au côté artistique. En fait, j'ai toujours eu le goût des beaux endroits, de tout ce qui est design, architecte d'intérieur. Donc j'aimerais aussi développer ce côté-là chez moi. Et puis d'aller vraiment sur plus de créativité, mais comme on le disait tout à l'heure, tu peux aller sur de la créativité parce que tu as bien tout rangé. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite vraiment parce que tu le mérites. Merci. Et sur ces très belles perspectives, on arrive à la fin en fait de l'épisode. Est-ce que tu aurais une personne peut-être à nous recommander pour un épisode de Sud au féminin ? Alors, Sud au féminin, il faut que la personne vienne du Sud. Oui. Nice, c'est le Sud plus généralement, mais voilà, si c'est Nice, c'est encore mieux. Sud au féminin, moi je te recommanderais Morgane Guignon. Ouais. Donc c'est une personne avec qui j'ai collaboré, qui fait justement du design, de l'architecture. C'est une femme qui est très inspirante. C'est une femme qui partage aussi ses idées sur tout ce qui est spiritualité, voyage intérieur. Et c'est une femme qui a beaucoup à partager et vraiment une très très belle humaine. Super, on y pensera. Voilà. Merci beaucoup. Et en tout cas, c'était vraiment super de pouvoir t'entendre. Et voilà, que ce parcours puisse inspirer en fait les auditeurs de Wavestoria. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.